Lors d'un dîner avec les amis de mon mari, l'un d'eux a demandé comment nous nous étions rencontrés. Il a souri et a dit, elle n'arrêtait pas de m'envoyer des textos, cette petite chose tenace. Ils ont ri. Il a ajouté, honnêtement, elle était obsédée. Ça m'embêtait de dire non. Plus de rire. Puis, maintenant, elle me court après comme un chiot. Je suppose que je suis sa plus grande réussite. J'ai souri, j'ai fini mon verre et j'ai décidé qu'il ne m'humilierait plus jamais. Regardez ma femme. Elle est comme un chien de concours parfaitement dressé, a annoncé Spencer à ses copains de golf alors que je leur servais leur boisson sur la terrasse. Sa main agrippant ma taille de manière possessive. Elle sait exactement quand parler, quand sourire, quand disparaître. Ça a pris des années de travail, mais j'ai enfin réussi à la domestiquer. Les hommes ont ri pendant que je maintenais mon sourire de façade. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est cristallisé. Aujourd'hui serait la dernière fois que Spencer Whitfield me paraderait comme sa réussite personnelle. Avant de continuer, si vous avez déjà été rabaissé par quelqu'un qui aurait dû vous élever, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et cela aide ces histoires à atteindre d'autres personnes qui en ont besoin. Maintenant, voyons ce qui se passe ensuite. J'ai posé le plateau de scotch et de soda avec une grâce étudiée, m'assurant que chaque verre atterrisse sur un sous-verre sans un bruit. Richard Hartford, l'ami le plus proche de Spencer au cabinet, a levé son verre en signe d'appréciation moqueuse. Tu l'as bien dressé, Spence. La mienne pense encore qu'elle a des opinions sur mes décisions de portefeuille. Une autre salve de rire. J'ai senti les doigts de Spencer s'enfoncer légèrement dans ma hanche. Son signal que je devais rire aussi. Alors, je l'ai fait. Le son tintant aussi creux que du cristal. Va-t'en maintenant, ma chérie, a dit Spencer en me tapotant la hanche comme pour récompenser un animal obéissant. Les hommes doivent parler affaires. Je me suis retourné pour partir, attrapant mon reflet dans la porte vitrée. Cheveux blonds, parfaitement coiffés, robe de créateur que Spencer avait choisie la semaine dernière. Maquillage assez subtil pour paraître naturel mais assez précis pour répondre à ses normes. Tout en moi était organisé, géré, réduit à ses spécifications. Dans la cuisine, j'ai étudié ma respiration tout en chargeant le lave-vaisselle. Par la fenêtre, je pouvais les voir sur la terrasse. Spencer gesticulant largement, racontant probablement une autre histoire où j'étais la chute. 7 ans. 7 ans que j'avais joué ce rôle, chaque jour érodant un peu plus de qui j'étais avant de devenir Madame Spencer Whitfield. L'horloge du micro-ondes indiquait 14h47. Dans 3 heures, je devrais commencer à me préparer pour le dîner d'entreprise de ce soir. Une autre performance où je sourirais niaisement pendant que les collègues de Spencer discuteraient de marchés que je comprenais mieux qu'eux, de stratégies que j'aurais pu améliorer si quelqu'un avait pensé à me demander mon avis. Mais ils ne l'ont jamais fait. Pourquoi le ferait-il? J'étais juste la jolie femme de Spencer, sa plus grande réussite dans le dressage d'une chose sauvage en soumission. J'ai monté les escaliers jusqu'à notre chambre, ma main traînant le long de la rampe que Spencer avait spécifiquement choisie parce qu'elle photographiait bien pour les dîners. Tout dans notre pantouse avait été sélectionné pour l'apparence, pour l'impression que cela ferait sur les autres, même moi, surtout moi. Dans le dressing, j'ai poussé de côté les robes de créateur que Spencer approuvait et j'ai atteint derrière elle le panneau caché que j'avais installé il y a 2 ans. Derrière, se trouvait un petit espace où je gardais les vestiges de mon ancien moi. Mon diplôme de MBA de Wharton, soigneusement roulé et noué avec une ficelle. Ma certification d'expert comptable, les cartes de visite de Thorne Consulting, l'entreprise que j'avais créée à partir de rien et que j'avais tout abandonné pour l'amour, ou ce que j'avais cru être l'amour. Un souvenir a refait surface, non sollicité. Il y a 3 ans, debout dans le bureau de Véronica, signant les papiers qui lui transféraient la majorité des parts. C'est temporaire, avait dit Véronica, les yeux inquiets. Tu reviendras. Mais j'étais si certaine alors, si convaincue que Spencer avait besoin que je sois moins pour qu'il puisse être plus. C'est embarrassant que ma femme me fasse concurrence dans mon monde, avait-il dit après qu'un client ait choisi ma proposition plutôt que la sienne. Ça me fait paraître faible. Tu comprends, n'est-ce pas, ma chérie? J'avais compris. J'avais compris qu'aimer Spencer signifiait me réduire pour m'adapter à l'espace qu'il m'allouait. J'avais compris que son ego exigeait ma diminution. J'avais tout compris, sauf combien cela me coûterait. D'en bas, j'ai entendu la porte de la terrasse s'ouvrir et des voix masculines remplir le hall. Il partait.
J'ai rapidement fermé le panneau caché et j'ai choisi la robe bleu marine que Spencer avait approuvée pour ce soir, décolleté conservateur, longueur appropriée, assez cher pour refléter son succès, mais pas si cher qu'elle suggère que j'avais mon propre argent. Il ne connaissait pas le fonds en fiducie que ma grand-mère m'avait laissé, celui que je n'avais jamais touché, celui qui rapportait des intérêts pendant que je jouais le rôle d'épouse financièrement dépendante. Méline, la voix de Spencer a résonné dans l'escalier. Viens dire au revoir au garçon. Je suis descendu les escaliers à pas mesurés, réappliquant mon sourire vide. Richard attendait près de la porte, ses yeux glissant sur moi avec l'évaluation désinvolte que les hommes comme lui se sentaient en droit de faire. Belle comme toujours, Méline. Spencer est un homme chanceux. Le plus chanceux, a convenu Spencer, me tirant contre lui avec une force possessive. Bien qu'entre nous, ce n'était pas de la chance, juste un bon dressage. Plus de rire. Richard lui a tapé sur l'épaule et est parti. Quand la porte s'est fermée, Spencer s'est tourné vers moi, son expression passant à l'évaluation critique que je connaissais si bien. Ton rire était un peu trop fort tout à l'heure. Nous en avons discuté. Féminin, pas audacieux. Ce soir est important. Gareth Blackwell sera là avec sa femme, et je suis en lice pour la promotion de partenaire. J'ai besoin que tu sois parfaite. Bien sûr, ai-je dit, ma voix exactement au ton qu'il préférait. Et souviens-toi de l'histoire, a-t-il poursuivi, ajustant mon collier avec une précision clinique. Tu m'as poursuivi. Tu as été persévérante. J'ai cédé par gentillesse. C'est le récit qu'ils connaissent. C'est donc ce que tu renforces. Peux-tu gérer ça sans me faire mal paraître? J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix pour maintenir son ton habituel. Il m'a embrassé sur le front, un geste qui semblait autrefois tendre, mais qui ressemblait maintenant à la marque d'un propriétaire sur sa propriété. Bonne fille. Commence à te préparer. Nous partons à 19h précise. Alors qu'il se dirigeait vers son bureau, je suis resté seul dans notre vaste hall, entouré de la belle cage qu'il avait construite pour moi. Ce soir, il raconterait à nouveau son histoire dégradante. Ce soir, ses collègues riraient à nouveau à mes dépens. Ce soir, je sourirais et jouerais à nouveau le rôle de sa réussite parfaitement dressée. Où le ferais-je? Je suis remonté, mais cette fois, j'avais un but différent. Du panneau caché, j'ai sorti mon vieil ordinateur portable, celui dont Spencer ignorait l'existence. Alors qu'il s'allumait, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. La possibilité. Mes doigts ont bougé sur le clavier avec une confiance oubliée. Me connectant à des comptes que j'avais gardés actifs, mais dormants. Liste de contacts, base de données de clients, dossier financier de Thorn Consulting. Tout était encore là, attendant, tout comme la femme que j'étais, quelque part sous la surface de la création de Spencer. L'horloge indiquait 15h22. Moins de 4 heures avant le dîner. 4 heures pour me préparer à une autre performance en tant que Madame Spencer Whitfield, épouse dévouée et plus grande réussite. Mais alors que je fermais l'ordinateur portable et que je commençais à m'habiller, je savais que quelque chose avait changé. Ce moment cristallisé sur la terrasse n'avait pas été de la colère ou de la blessure. Ces émotions, j'avais appris à les enterrer. C'était de la clarté. La simple et parfaite compréhension que j'avais vécue assez longtemps comme la réussite de quelqu'un d'autre. Ce soir serait différent, bien que Spencer ne le sache pas encore. Ce soir, pendant que je sourirais, hocherais la tête et jouerais mon rôle, je prendrais des notes. Pas le genre qui m'aidait à me souvenir des noms des épouses de ses collègues ou des écoles de leurs enfants. Le genre qui m'aiderait à me souvenir de qui j'étais avant de devenir ce qu'il a fait de moi. La robe bleu marine a glissé sur mes épaules comme une armure déguisée en soie. Le voiturier a pris les clés de Spencer avec le genre de déférence réservé aux clients réguliers qui donnent des pourboires excessifs, et la main de Spencer s'est pressée contre le bas de mon dos, me guidant vers l'entrée du restaurant. La pression était ferme, possessive, de la même manière qu'il pourrait diriger une voiture chère dans une place de parking. À travers les portes vitrées, je pouvais déjà voir la lueur chaude de la salle à manger, entendre le murmure sophistiqué des conversations qui incluraient bientôt ma dégradation comme divertissement. Les épaules en arrière, a murmuré Spencer à mon oreille alors que nous approchions du stand de l'hôtesse. Et souviens-toi, laisse-moi mener la conversation ce soir. Gareth envisage de me confier le projet de Singapour, et je ne peux pas me permettre de distraction. L'hôtesse, une jeune femme dont le badge indiquait Sophia, s'est illuminée en voyant Spencer.
Monsieur Whitfield, votre table habituelle est prête. M et Madame Blackwell sont déjà arrivés. Ses yeux m'ont effleuré sans me reconnaître, comme si j'étais un accessoire de luxe que Spencer avait porté pour le dîner. Peut-être que c'était exactement ce que j'étais. Le restaurant bourdonnait de l'énergie contrôlée qui accompagne les entrées à 3 chiffres et les listes de réservation d'1 an. Spencer nous a guidés à travers l'espace avec une aisance habituelle, saluant d'autres convives qui le reconnaissaient, sa main ne quittant jamais mon dos. J'ai reconnu plusieurs visages de son cabinet, d'événements caritatifs, des innombrables dîners où j'avais perfectionné l'art d'être présente mais pas proéminente. Gareth Blackwell s'est levé à notre approche, ses cheveux argentés captant la lumière du lustre au-dessus. Eleanor est restée assise, son évaluation de ma robe commençant à mes chaussures et remontant lentement, son expression révélant tout ce qu'elle pensait de mon choix avant même d'avoir dit bonjour. La robe bleu marine que Spencer avait approuvée me semblait soudain un costume qui ne correspondait pas tout à fait au rôle. La poignée de main de Spencer et Gareth était du genre que les hommes perfectionnent en école de commerce, ferme et légèrement trop longue. Et la charmante Méline. La façon dont il a dit « charmante » a clairement montré que c'était une courtoisie, pas une observation. « Eleanor, vous êtes magnifique », ai-je dit en prenant la place qui m'était assignée. Elle portait du Saint-Laurent, ai-je remarqué tout en calculant mentalement que ses boucles d'oreilles coûtaient à elles seules plus que ce que Spencer savait que j'avais sur mon compte personnel. « Merci, ma chère », a répondu Eleanor, son sourire n'atteignant pas ses yeux. C'est une robe assez classique. Code pour ennuyeuse, banale, tout ce que Spencer voulait que je sois. Elle n'a pas besoin de tape à accent grave-l'œil, a dit Spencer, faisant déjà signe au serveur pour des boissons. Beauté naturelle et tout ça. Il l'a dit comme s'il défendait un achat, expliquant pourquoi il avait choisi le modèle pratique plutôt que le modèle de luxe. Gareth était déjà à sa 3e histoire de potin du cabinet quand nos boissons sont arrivées. Un martini pour moi, exactement comme Spencer l'avait commandé sans me demander ma préférence. Un whisky sec pour lui et Gareth. Du vin blanc pour Eleanor, qui tenait son verre comme un accessoire qu'elle n'avait aucune intention de boire réellement. Le comte Mitchell est un désastre, disait Gareth, sa voix portant cette cruauté désinvolte que les hommes qui réussissent perfectionnent lorsqu'ils discutent des échecs des autres, bien que ce ne soit pas surprenant compte tenu des récentes distractions de Tom. Spencer a ri, le son calculé pour montrer qu'il était dans le coup sans paraître trop empressé. J'ai siroté mon martini et j'ai laissé leur voix me submerger, notant comment Eleanor me regardait avec le genre d'attention habituellement réservé au repérage des sacs à main contrefaits. En parlant de distraction, a dit Gareth, son attention se tournant soudainement vers moi avec le poids d'un projecteur. Comment vous êtes-vous rencontrés ? Je ne pense pas avoir jamais entendu toute l'histoire. Ma bouche s'est légèrement ouverte, prête à partager la véritable histoire. La conférence où j'avais présenté des stratégies de marché, Spencer s'approchant de moi par la suite avec une énergie nerveuse, sa carte de visite tremblant légèrement dans sa main. Mais la main de Spencer a trouvé mon genou sous la table. Une pression d'avertissement qui signifiait silence. « Oh, celle-là est bonne », a dit Spencer, son sourire s'étalant comme de l'huile sur l'eau. Elle n'arrêtait pas de m'envoyer des textos. Une petite chose tenace. Il a ri, et Gareth l'a rejoint immédiatement. Je veux dire, on parle de dizaines de messages par jour. Je me réveillais avec des romans sur pourquoi nous devrions prendre un café. Mes doigts se sont resserrés imperceptiblement sur la tige de mon verre de martini. Ce n'était pas seulement un mensonge. C'était une réécriture complète de l'histoire. Je ne lui avais jamais envoyé de texto en premier. Il m'avait poursuivi pendant 6 mois. Elle était obsédée, honnêtement, a poursuivi Spencer, s'échauffant pour son public. L'expression d'Eleanor était passée de l'évaluation à quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. Ça m'embêtait de dire non. Vous savez comment c'est avec les femmes désespérées. Parfois, la charité est l'option la plus gentille. Spencer, ai-je dit doucement, mais il était déjà trop profondément dans sa performance. Le meilleur, a-t-il dit, sa main maintenant sur mon épaule comme s'il présentait une preuve. C'est que maintenant elle me suit partout comme un chiot. Va où je vais, fais tout ce que je dis. Je suppose que je suis sa plus grande réussite, n'est-ce pas, ma chérie ? Les mots sont restés en suspens dans l'air entre nous, cristallins et vifs. Gareth a ri, le son rebondissant sur les verres à vin. Le sourire d'Eleanor était devenu figé, inconfortable. Les autres convives aux tables voisines s'étaient légèrement tus, comme le font les gens lorsqu'ils sentent que quelque chose d'important se passe sans en comprendre la nature.
Mon verre de martini est resté parfaitement stable dans ma main. Mon sourire n'a jamais faibli, mais à l'intérieur, quelque chose de fondamental a changé, comme des plaques tectoniques cédant enfin après des années de pression. J'ai vu tout notre mariage se redéfinir à ce moment-là, chaque diminution, chaque correction publique, chaque fois qu'il avait réécrit notre histoire pour se faire le héros et moi la récipiendaire reconnaissante de son attention. C'est toute une histoire, a dit Eleanor, sa voix portant un tranchant qui suggérait qu'elle n'y croyait pas entièrement. N'est-ce pas, ai-je dit, ma voix parfaitement calibrée sur le ton préféré de Spencer. Spencer a un tel don pour raconter des histoires. Il a pressé mon épaule, satisfait de ce qu'il a pris pour un accord. Eh bien, vous savez ce qu'on dit, tout homme qui réussit a besoin d'une femme dévouée derrière lui. Ou en dessous de lui, a ajouté Garrett avec un rire qui m'a fait frissonner. Le serveur est arrivé avec nos entrées, offrant une interruption miséricordieuse. J'ai arrangé ma serviette sur mes genoux avec une précision mécanique tandis que mon esprit travaillait sur des calculs que Spencer ne pouvait pas imaginer que j'étais capable de faire. Le fonds en fiducie dont il ignorait l'existence, les contacts professionnels qu'il pensait que j'avais abandonnés, les parties de moi-même que j'avais si bien cachées que même moi j'avais presque oublié leur existence. Pendant le potage, Garrett m'a expliqué la volatilité du marché en utilisant des mots simples et des métaphores de baseball, tandis qu'Eleanor m'a posé des questions sur mes passe-temps sur le ton qu'on pourrait utiliser avec un enfant. La main de Spencer est restée possessive sur mon bras, pressant occasionnellement quand il voulait que je rie ou sourie aux moments appropriés. Chaque contact ressemblait à un autre barreau ajouté à une cage que j'avais aidé à construire. Vous avez tellement de chance, a dit Eleanor alors que nos plats arrivaient. Spencer s'occupant de tout, prenant toutes les décisions. Ça doit être si relaxant de ne pas avoir à trop réfléchir. Exactement, a convenu Spencer avant que je puisse répondre. Elle est beaucoup plus heureuse maintenant qu'elle n'a plus à se soucier de choses compliquées. N'est-ce pas, ma chérie? Je l'ai regardée, puis je l'ai vraiment regardée. Le sourire satisfait, la confiance désinvolte d'un homme qui croyait à sa propre révision de l'histoire. Il pensait sincèrement m'avoir fait une faveur. Il croyait sincèrement que je n'étais rien avant lui, que je ne serais rien sans lui. La plus heureuse, ai-je dit, levant mon verre dans un petit toast. Le reste du dîner s'est déroulé dans un flou de réponses calculées et de rires parfaitement synchronisés. J'ai catalogué chaque offense, chaque geste dédaigneux. Chaque moment où le récit de Spencer de notre vie commune est devenu plus élaboré et plus dégradant. Au dessert, j'avais pris ma décision. Non pas avec colère, non pas avec blessure, mais avec une clarté parfaite. Spencer ne m'humilierait plus jamais. Non pas parce que je l'arrêterais, mais parce que je cesserais d'être la femme qu'il pensait avoir créée. La vraie Méline Thorne était toujours là, attendant sous la surface de Madame Spencer Whitfield. La maison s'est installée dans son calme nocturne alors que les ronflements de Spencer provenaient de notre chambre. J'ai attendu encore 20 minutes, comptant ses schémas respiratoires pour m'assurer qu'il avait atteint le sommeil profond qui suivait toujours ses dîners arrosés de whisky. L'horloge numérique du micro-ondes indiquait 23h47 quand j'ai finalement bougé, mes pieds nus silencieux sur les carreaux froids de la cuisine. J'ai traversé le salon, évitant le plancher qui craquait près de la bibliothèque, et je suis entré dans la chambre d'amis que nous avions convertie en bureau de Spencer. Il l'appelait son domaine, mais ce soir, j'avais mon propre agenda. Le bureau en acajou était imposant sous le clair de lune qui filtrait à travers les stores, ses tiroirs verrouillés comme toujours. Spencer ne savait pas que j'avais fait des copies de ses clés il y a des mois, pendant l'un de ses week-ends de golf. Le tiroir du bas s'est ouvert avec un léger clic. À l'intérieur, sous des dossiers de déclaration de revenus et de relevés d'investissement, mes doigts ont trouvé la mince enveloppe que j'avais cachée là il y a 3 ans. Mes mains tremblaient légèrement alors que je sortais les documents que Spencer n'avait jamais vus, qu'il ne penserait jamais à chercher dans son propre espace. Le relevé du fonds en fiducie montrait un solde qui lui ferait écarquiller les yeux. Le dernier cadeau de ma grand-mère, soigneusement investi et en croissance constante. 8,7 millions de dollars qu'il croyait ne pas exister parce que je lui avais laissé supposer que ma famille était une classe moyenne ordinaire en difficulté. Sous le relevé se trouvait mon diplôme de MBA de Wharton, le sceau d'or toujours brillant malgré les années. 3 lettres d'offre de société du Fortune 500, chacune proposant des salaires qui éclipsaient ce que Spencer gagnait même maintenant. Je les avais toutes refusées pour lui, pour nous, pour un amour qui exigeait que je sois moins pour qu'il puisse se sentir plus. J'ai soigneusement tout remis à sa place et je me suis dirigé vers l'ordinateur de Spencer. Il pensait que son mot de passe était intelligent, notre date d'anniversaire à l'envers.
Il n'a jamais imaginé que j'y prêtais assez attention pour le découvrir. L'écran s'est allumé, et j'ai navigué vers les dossiers qu'il pensait cachés derrière des présentations de travail et des fichiers clients. Ce que j'ai trouvé m'a coupé le souffle. Des feuilles de calcul intitulées « Sécurité personnelle » montraient des virements systématiques de nos comptes joints vers un compte uniquement à son nom. 50 000 ici, 30 000 là. Des montants assez petits pour ne pas déclencher d'alerte, mais substantiels une fois additionnés. Au cours des 2 dernières années, il avait déplacé près de 400 000 $. Mon argent, ma contribution de l'héritage modeste de mon père que j'avais ajouté à nos économies communes, lui faisant confiance pour le gérer. Les emails étaient pires. Des conversations avec son ami avocat, Daniel, discutant de stratégies de protection des actifs et de planification financière préventive. Un message daté de 6 mois disait « Il faut s'assurer que M reste financièrement dépendante. On ne peut pas la laisser avoir des idées d'indépendance. Au moment où elles pensent qu'elles n'ont plus besoin de nous, elles partent. » Mon téléphone a vibré sur le bureau, me surprenant. L'identifiant de l'appelant affichait un nom que je n'avais pas vu depuis des années. Véronica Chin, mon ancienne associée. Ma main a hésité avant de répondre. M'a dit. Sa voix était légèrement pâteuse, le bruit de fond d'un bar évident. Je sais qu'il est tard. Je suis désolé. Je devais juste te dire quelque chose. Véronica. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va. Tout va mal. Mon Dieu, je suis ivre. Elle a ri, mais ça sonnait triste. J'ai gardé ton nom sur les contrats, m'a dit. 3 d'entre eux, les plus gros. Morrison Industries, le groupe Hartley et 7 sociétés pharmaceutiques. Tu possèdes toujours 40% de l'entreprise. La pièce a semblé basculer. De quoi parles-tu? Je n'ai jamais déposé les papiers de transfert. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était un oubli, mais honnêtement, je savais. Je savais qu'il te détruisait et je savais que tu aurais besoin d'une issue de secours un jour. Elle a marqué une pause et j'ai entendu des glaçons teintés dans un verre. L'entreprise vaut 12 millions maintenant, m'a dit. Tes 40% sont juste là, à t'attendre. Mes jambes se sont dérobées. Je me suis assise lourdement dans le fauteuil en cuir de Spencer. Véronica, je ne dis rien maintenant. Sache juste que c'est là. Tu es toujours inscrite comme cofondatrice, partenaire principal en congé. La porte est ouverte quand tu seras prête à la franchir. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis restée assise dans l'obscurité, l'esprit en ébullition de calculs et de possibilités. Spencer m'avait volé alors que j'étais assise sur une fortune dont il ignorait tout. L'ironie était presque drôle, sauf que rien de tout cela n'avait de quoi rire. À 2 heures du matin, je me suis retrouvé à conduire dans des rues vides en direction du quartier industriel. L'entrepôt de stockage était désert, à l'exception des lumières de sécurité qui projetaient de longues ombres entre les rangées. Unité 47B. Je n'étais pas venu ici depuis plus d'1 an, mais la clé était toujours sur mon trousseau, cachée parmi les autres. La porte en métal s'est enroulée avec un grincement qui semblait trop fort dans le silence. À l'intérieur, éclairé par une seule ampoule nue, se trouvaient les vestiges archéologiques de mon ancienne vie. Des boîtes en carton étiquetées de mon écriture soignée, des récompenses, des dossiers clients, des photos de bureau. Les housses à vêtements suspendus à un portant portable contenaient mes anciens tailleurs. Armani, Chanel, l'armure d'une femme qui avait autrefois commandé des salles de conseil. J'ai ouvert la première boîte et j'ai sorti une plaque de cristal. Entrepreneur de l'année, Méline Thorne. Une autre, excellence en conseil stratégique. Mes doigts ont tracé les lettres gravées d'un nom qui ne me semblait plus être le mien. Sous les récompenses, j'ai trouvé des albums photos d'événements d'entreprise, des photos de moi serrant la main de PDG, parlant à des conférences, riant avec des clients qui appréciaient mon opinion. L'ordinateur portable était dans la 3e boîte, enveloppé dans du papier bulle comme une relique. Je l'ai allumé, surprise que la batterie tienne encore la charge. L'écran s'est animé, affichant un bureau figé dans le temps, des contacts email de centaines de clients, des propositions que j'avais écrites, des plans stratégiques qui avaient sauvé des millions à des entreprises, tout attendait, patient comme l'archéologie. Au fond de la boîte, sous tout le reste, se trouvait une carte d'anniversaire. L'écriture était celle de ma mère, tremblante mais déterminée. Je ne lui avais pas parlé depuis 2 ans, pas depuis que Spencer m'avait convaincu qu'elle était toxique, jalouse de notre bonheur.
La carte datait de mon dernier anniversaire avant le silence. À l'intérieur, elle avait écrit « Ma chère fille, j'espère qu'un jour tu te souviendras de qui tu étais avant lui. Tu étais magnifique. Tu le es toujours. Amour, maman. » Je me suis assise sur le sol en béton de l'entrepôt, entouré des preuves d'une vie que j'avais abandonnée, et j'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Pas se briser, se fissurer, comme une graine qui était dormante, sentant enfin le printemps. Ce n'était pas seulement des objets. C'étaient des preuves. La preuve que j'avais existé en tant que personne complète avant Spencer. La preuve que j'avais été accompli, respecté, apprécié pour mon esprit et pas seulement pour ma docilité. J'ai chargé plusieurs boîtes dans ma voiture, y compris l'ordinateur portable et une housse à vêtements contenant mon tailleur préféré, un Saint-Laurent noir qui m'avait fait me sentir invincible. En rentrant dans l'obscurité de l'aube, j'ai pensé aux découvertes de la soirée, à la trahison financière de Spencer, au partenariat préservé par Véronica, à l'espoir patient de ma mère. Chaque révélation était un fil, et ensemble, ils se tissaient en quelque chose qui ressemblait à une corde, ou peut-être une échelle. De retour à la maison, j'ai tout caché dans le placard de la chambre d'amis, derrière des manteaux d'hiver que nous ne portions jamais. Spencer ronflait toujours, ignorant mon absence, mes découvertes, la femme qui se réassemblait tranquillement dans les marges de sa vie soigneusement contrôlée. Je me suis glissé de nouveau dans le lit à côté de lui, mon corps froid à cause de l'air nocturne, mais mon esprit brûlant de possibilités. Il a légèrement bougé, son bras m'atteignant par habitude, me tirant contre lui dans une étreinte possessive, même dans son sommeil. Je suis resté là, sentant le poids de son bras comme une chaîne, et j'ai commencé à planifier. Le matin est arrivé avec l'alarme de Spencer à 6h30, sa main traversant le lit pour confirmer que j'étais toujours là avant qu'il ne se lève pour prendre sa douche. Je suis resté immobile un moment de plus, écoutant les sons familiers de sa routine, puis je me suis glissé hors du lit pour préparer son petit déjeuner. Mes mouvements étaient automatiques. 2 œufs sur le plat, du pain de blé entier grillé, du jus d'orange frais. Mais mon esprit était ailleurs, calculant les heures jusqu'à ma réunion de 10h. J'avais dit à Spencer que j'allais me faire coiffer. Il avait hoché la tête distraitement, déjà en train de faire défiler les rapports de marché sur son téléphone, et m'avait tendu sa carte de crédit. Ne fais pas de folie, avait-il dit, son avertissement standard chaque fois que je dépensais de l'argent, même pour des choses qu'il exigeait que je maintienne. Le café où j'ai rencontré Sandra Harrison a été délibérément choisi. À 20 minutes du bureau de Spencer, dans un quartier qu'il ne visiterait jamais. Sandra avait l'air exactement la même qu'il y a 3 ans, lorsque j'avais sauvé son entreprise de $2 millions avec un plan de restructuration. Ses yeux se sont écarquillés en me voyant, puis se sont adoucis avec quelque chose entre la pitié et le soulagement. « Méline Thorne », a-t-elle dit, utilisant délibérément mon nom de jeune fille. Je me demandais si je te reverrais un jour. Nous nous sommes assises dans un box d'angle, loin des fenêtres. J'ai enveloppé mes mains autour de ma tasse de café, sentant sa chaleur m'ancrer à ce moment, à ce choix. J'envisage de retourner au conseil, ai-je dit avec précaution, observant sa réaction. Sandra s'est penchée en arrière, m'étudiant. Envisager ou décider? Tester le terrain. Elle a remué son café lentement, semblant peser ses mots. Votre mari m'a approché l'année dernière. Le saviez-vous? Il a essayé de proposer les services de son cabinet, a dit qu'il pouvait offrir de meilleurs tarifs que nos conseillers actuels. Mon expression est restée neutre, mais à l'intérieur, quelque chose s'est resserré. Je n'étais pas au courant. Il était, Sandra a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Point impréparé, arrogant. Il m'a carrément dit que les entreprises dirigées par des femmes comme la mienne avaient besoin d'une pensée stratégique masculine pour vraiment réussir. Je l'ai fait escorter dehors après 20 minutes. Le café a soudain eu un goût amer. Spencer n'avait jamais mentionné avoir approché Sandra, n'avait jamais mentionné le rejet, mais cela expliquait son irritabilité accrue au printemps dernier, ses commentaires acerbes sur les femmes cadres étant des embauches de diversité. Il ne connaissait pas notre histoire, a poursuivi Sandra. Il ne réalisait pas que vous aviez restructuré toute mon opération. Quand j'ai mentionné votre nom, il a ri et a dit que vous jouiez aux affaires avant de le rencontrer. J'ai posé ma tasse avec précaution, contrôlant le tremblement de mes mains. Je vois. Sandra a tendu la main sur la table, ses doigts touchant brièvement les miens. Votre esprit stratégique a sauvé mon entreprise, Méline. Si vous revenez vraiment, j'ai 3 projets qui vous attendent. De l'argent réel, de vrais défis.
Intéressé? Oui, ai-je dit, le mot s'échappant avant que je puisse douter. Après avoir quitté Sandra, je me suis rendu dans un petit quartier d'affaires de Riverside, où j'avais loué une modeste suite de bureaux sous le nom de Monsieur Thorne Consulting. L'espace était simple. Une pièce avec un bureau, 2 chaises et une fenêtre donnant sur une rue calme. Rien à voir avec le bureau d'angle vitré que j'avais autrefois occupé, mais c'était le mien. J'ai passé 1 heure à installer l'essentiel. Un nouvel ordinateur portable acheté avec mes fonds cachés. Des cartes de visite avec mon nom en lettres en relief. Une seule orchidée sur le bureau, violette et provocante. J'ai ouvert des comptes bancaires dans 3 institutions différentes, déplaçant soigneusement l'argent de mon fonds en fiducie. Établissant l'indépendance financière pièce par pièce. À midi, j'étais de retour à la maison, préparant le déjeuner préféré de Spencer pour quand il travaillait occasionnellement à domicile. Sandwich à la dinde, sans mayonnaise, laitue sur le côté parce qu'il n'aimait pas que ce soit détrempé. Je le mettais en assiette quand mon téléphone a sonné. Eleanor Blackwell. Méline. Chérie, es-tu libre pour déjeuner demain? Il y a un nouvel endroit à Westmont que je meurs d'envie d'essayer. Eleanor ne m'avait jamais invité nulle part sans Spencer. Mon instinct était de décliner, mais quelque chose dans son ton m'a fait hésiter. Bien sûr. À quelle heure? Le lendemain, Eleanor était déjà assise quand je suis arrivé. Un verre de vin à moitié vide bien qu'il soit à peine midi. Elle avait l'air différente sans Garrett à ses côtés. Plus petite, plus humaine, moins comme un accessoire parfaitement positionné. Je dois te dire quelque chose, a-t-elle dit sans préambule alors que je m'asseyais. À propos de Spencer. Ma colonne vertébrale s'est redressée, mais j'ai gardé ma voix égale. Oh. Il y a 2 ans, à la fête de Noël du cabinet, je l'ai vu avec sa secrétaire dans le vestiaire. Il n'était pas bien, il ne discutait pas des rapports trimestriels. Elle a pris une autre gorgée de vin. Je supposais que tu savais. La façon dont tu souris toujours à travers tout, je pensais que vous aviez un de ces arrangements. Tu sais, où les femmes ferment les yeux pour le style de vie. La pièce a semblé basculer légèrement. Kelly de 23 ans avec son diplôme de comptabilité et son rire nerveux. Je l'avais formée aux préférences de Spencer en matière de café, à son système de classement, à son emploi du temps de réunion. Elle m'avait envoyé une carte de remerciement. Je ne savais pas, ai-je dit tranquillement. Le visage d'Eleanor s'est légèrement effondré. Oh, ma chérie. Je suis désolé. Je pensais. Garrett dit que toutes les femmes savent et font juste semblant de ne pas savoir. C'est apparemment la procédure standard au cabinet. Procédure standard. L'infidélité de mon mari était une procédure standard. Pourquoi me le dis-tu maintenant? Ai-je demandé. Eleanor a fait signe pour un autre vin. Parce que la semaine dernière, à votre dîner, quand il a raconté cette horrible histoire sur toi le poursuivant, j'ai vu ton visage. Vraiment vu. Et j'ai reconnu quelque chose que je vois dans mon propre miroir tous les matins. Nous sommes restés en silence un moment. 2 femmes piégées dans des cages similaires. Une reconnaissance passant entre nous comme une poignée de main secrète. 3 jours plus tard, j'étais assise dans le bureau de Patricia Kemp, un espace modeste dans un centre commercial à 40 minutes de chez moi. Patricia n'était pas ce à quoi je m'attendais. Pas de tailleur puissant, pas de bureau intimidant. Elle portait un simple cardigan et avait des yeux gentils qui avaient vu trop de femmes dans ma situation. « Parlez-moi de votre situation », a-t-elle simplement dit. J'ai tout exposé. Le fonds en fiducie caché, le partenariat commercial que Véronica avait préservé, les transferts financiers systématiques que Spencer avait effectués, sa liaison, la dégradation émotionnelle. Patricia a pris des notes d'une écriture soignée, hochant parfois la tête. Je dois vous dire quelque chose, a-t-elle dit quand j'ai eu fini. Ce n'est pas le premier mariage de Spencer. Mon souffle s'est coupé. Il a été fiancé avant, il y a 8 ans. Ça s'est terminé par un règlement scellé, ce qui signifie généralement que de l'argent a changé de main pour garder les détails privés. J'ai fait quelques vérifications. Le nom de la femme était Rachel Morrison. Elle vit maintenant à Seattle et dirige une agence de marketing prospère. Patricia a sorti un dossier. Je l'ai contactée discrètement. Elle ne pouvait pas en dire beaucoup à cause des termes du règlement, mais elle a dit une chose. Dites-lui de tout documenter et de partir avant qu'il ne la brise complètement. Les mots sont restés en suspens dans l'air entre nous.
Je n'étais pas la première femme que Spencer avait essayé de réduire à néant. J'étais juste l'actuelle. Patricia s'est penchée en avant. Méline, entre votre fonds en fiducie, votre partenariat commercial et ce que nous pouvons prouver sur ces tromperies financières, vous avez un pouvoir considérable ici, plus que vous ne le réalisez. La question est, que voulez-vous? Que voulais-je? Pour la première fois depuis des années, j'avais le luxe de me poser cette question. Je veux être libre, ai-je dit. Et je veux qu'il sache que je n'ai jamais été ce qu'il pensait que j'étais. Patricia a alors souri, l'expression vive et compréhensive. Alors, faisons en sorte que cela arrive. J'ai quitté son bureau avec un plan qui se formait, les pièces s'emboîtant comme un puzzle que je résolvais sans m'en rendre compte. À la maison ce soir-là, j'ai préparé le dîner préféré de Spencer, du coq au vin avec des légumes rôtis, et je l'ai écouté se plaindre d'un client qui avait osé remettre en question son jugement. Certaines personnes ne connaissent tout simplement pas leur place, a-t-il dit, coupant son poulet avec une force inutile. Non, ai-je convenu, en remplissant son verre de vin. Ils ne la connaissent certainement pas, Spencer a posé sa fourchette avec une force délibérée, le son vif contre l'assiette en porcelaine. Il a regardé le saumon que j'avais préparé, son expression passant de l'agacement au dégoût. C'est trop cuit, a-t-il annoncé en repoussant l'assiette. Combien de fois je te l'ai dit? Le saumon doit être rose au centre. C'est de la cuisine de base, Méline. Un enfant pourrait le faire. J'ai regardé le poisson parfaitement cuit, son intérieur de la nuance exacte de corail que mon instructeur culinaire au cordon bleu aurait loué. Mais mentionner ma formation n'aurait fait qu'aggraver son humeur, qui se détériorait depuis des semaines depuis que son dernier contrat avait échoué. Je te préparerai autre chose, ai-je offert, me levant déjà. Ne t'embête pas. Je prendrai quelque chose au club. Il s'est levé, redressant sa cravate avec des mouvements vifs. Peut-être qu'ils peuvent préparer un repas simple sans le détruire. Après son départ, je suis resté seul à notre table, regardant les assiettes abandonnées. Le saumon était parfait. Nous le savions tous les deux. Mais la perfection était devenue une autre arme dans son arsenal. Quelque chose à me refuser, même quand la preuve était directement devant lui. Le lendemain matin, Spencer m'a trouvé en train de lire dans le salon, une nouvelle biographie de Katharine Graham que j'avais empruntée à la bibliothèque. Choix prétentieux, a-t-il commenté en jetant à peine un coup d'œil à la couverture. Tu te rends compte qu'elle dirigeait le Washington Post? Ça demande un véritable sens des affaires et une éducation. Un peu ambitieux pour quelqu'un qui n'a même pas fini l'université, tu ne crois pas? J'ai refermé le livre avec soin, mes 3 diplômes brûlant comme des charbons cachés dans ma poitrine. Juste intéressé par les femmes qui réussissent, ai-je dit doucement. Les femmes qui réussissent, a-t-il répété avec un rire sans chaleur. D'accord. Eh bien, quand tu auras accompli quelque chose qui mérite d'être lu, fais-le-moi savoir. Il partait plus tôt au travail ces jours-ci, rentrant plus tard. Ses vêtements portaient parfois un parfum inconnu. Pas l'odeur florale nerveuse de Kelly, mais quelque chose de plus cher, de plus délibéré. J'avais cessé de poser des questions sur ces soirées. Ses mensonges étaient devenus paresseux, négligents, comme s'il ne croyait plus que je valais l'effort d'une tromperie décente. Ce jeudi après-midi, j'arrangeais des fleurs dans le hall quand la sonnette a retenti. À travers le l'œilleton, j'ai vu une silhouette familière que je n'attendais pas. Ma mère, Alan, debout avec une petite valise et une expression d'inquiétude déterminée. J'ai ouvert la porte lentement, comme si elle pouvait s'évaporer. Maman? J'ai conduit d'une traite, a-t-elle simplement dit. 6 heures. J'avais un pressentiment. Nous sommes restés là un moment. 2 femmes séparées par 2 ans de silence orchestré par Spencer. Puis elle s'est avancée et m'a serré dans une étreinte qui sentait la lavande et le pain fait maison. L'odeur de la vie que j'avais avant que Spencer ne me convainque qu'elle était provinciale et embarrassante. J'ai préparé du thé pendant qu'elle s'installait au comptoir de la cuisine. Ses yeux vifs observant chaque détail. Les surfaces impeccables, l'absence de photos personnelles, la façon dont je me déplaçais dans l'espace comme une invitée, attentive à ne rien déranger. Tu as l'air mince, a-t-elle finalement dit, et fatiguée, mais surtout, tu as l'air vide. Les larmes sont venues soudainement, silencieusement, coulant sur mon visage alors que je restais figé, la bouilloire à la main. Maman s'est levée et l'a doucement prise de mes mains, la posant de côté. Oh, ma chérie, a-t-elle dit doucement. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Nous nous sommes assises dans le salon pendant 1 heure,
ma mère écoutant les mots qui sortaient. Pas tout, pas les pires parties, mais assez. Elle n'a pas interrompu, n'a pas jugé, m'a juste tenu la main pendant que je parlais. Finalement, elle a parlé. J'ai gardé ta chambre exactement comme tu l'as laissée. Ton vieux bureau, tes livres, tout. Quand tu seras prête à le quitter, ma porte est ouverte. Pas de questions, pas de calendrier, juste ouverte. Maman, Tu n'as rien à décider maintenant, a-t-elle dit fermement. Sache juste que tu as un endroit où aller. Quelqu'un qui se souvient de qui tu es vraiment. Elle est partie avant le retour de Spencer, mais sa présence a persisté comme une promesse. 2 jours plus tard, j'étais à la salle de sport, évacuant ma frustration sur l'elliptique, quand Kelly est apparue à côté de moi. La secrétaire de Spencer avait l'air nerveuse, regardant autour d'elle comme s'il pouvait se matérialiser derrière les appareils de musculation. Madame Whitfield, a-t-elle commencé, puis s'est arrêtée. Méline, je dois vous dire quelque chose. J'ai ralenti mon rythme, l'étudiant. Elle se tordait les mains, son geste nerveux habituel amplifié. C'est à propos de Monsieur Whitfield, Spencer. Je voulais dire quelque chose depuis des mois, mais j'avais peur de perdre mon emploi. À propos de lui, j'ai gardé ma voix neutre, bien que mon pouce accélère. Il vous a saboté, a-t-elle lâché. Je l'ai entendu au téléphone dire aux gens que vous êtes instable, que vous avez des problèmes de santé mentale, que vous n'êtes pas fiable. Il a refusé 3 demandes d'emploi pour vous le mois dernier seulement, des gens qui appelaient pour des postes de consultants. Il leur a dit que vous n'étiez pas intéressé, que vous ne pouviez pas supporter la pression. Les bruits de la salle de sport se sont estompés en un bruit blanc. Il a pris mes appels? Kelly a hoché la tête, misérable. Il a fait rediriger vos emails professionnels vers son compte. Je l'ai vu supprimer une invitation pour que vous parliez à une conférence sur les femmes en affaires. Il en a ri. Il a dit à quelqu'un au téléphone, elle n'est rien sans moi, et je m'assure que ça reste comme ça. Mes mains ont serré les poignées de l'elliptique jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Depuis combien de temps? Au moins 1 an, peut-être plus. Je suis tellement désolé. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, mais je ne savais pas comment, et il est si contrôlant. Et merci de me l'avoir dit, ai-je réussi à dire, ma voix sonnant distante, même à mes propres oreilles. Kelly a changé de position, mal à l'aise. Il y a plus. Il a dit aux gens du cabinet que vous faites une dépression. Il prépare un récit au cas où vous essaieriez de le quitter, s'assurant que personne ne vous croirait ou ne vous embaucherait. Après le départ de Kelly, je suis resté assise dans ma voiture dans le parking, le moteur éteint, essayant de traiter l'ampleur de ce que je venais d'apprendre. Cela allait au-delà du contrôle, au-delà de la diminution. C'était une destruction systématique. Il avait activement démantelé mon avenir pendant que je préparais ses dîners et organisais sa vie. Ce soir-là, j'ai accédé à notre ordinateur personnel pendant que Spencer prenait sa douche. Utilisant des compétences d'un cours de codage que j'avais suivi il y a des années, j'ai trouvé les règles de transfert de mails qu'il avait mises en place. Elles étaient là. Des dizaines de messages redirigés, des offres d'emploi, des invitations à des conférences, d'anciens clients essayant de reprendre contact, tous acheminés vers le compte de Spencer et supprimés. Un email d'un PDG du Fortune 500 que j'avais autrefois conseillé était particulièrement douloureux. Méline, j'essaie de vous joindre depuis des mois. Nous avons un poste de stratégie senior qui serait parfait pour vous. Veuillez m'appeler. Daté de 6 mois. Supprimé le même jour. J'ai tout documenté, prenant des captures d'écran, transférant des copies sur mon nouveau compte privé. La trahison reposait comme de la glace dans ma poitrine. Pas de la colère brûlante, mais une clarté froide et cristalline. Il ne m'avait pas seulement rabaissé. Il avait activement œuvré à détruire toute possibilité de mon indépendance, créant une prison tout en me disant que j'étais libre de partir à tout moment. La douche s'est arrêtée à l'étage. J'ai rapidement tout fermé, remettant l'écran sur sa feuille de calcul d'analyse de marché. Quand Spencer est descendu, j'étais dans la cuisine en train de préparer son café du soir, exactement comme il l'aimait. Tu as l'air tendu, a-t-il observé, acceptant la tasse sans remerciement. Juste fatigué, ai-je répondu, en le regardant siroter le café que j'avais préparé parfaitement, sachant qu'il y trouverait de toute façon un défaut. Tu devrais peut-être prendre quelque chose pour ça, a-t-il suggéré. Tu as l'air instable ces derniers temps. Émotive. Je me suis inquiété de ton état mental. C'était ça,
le récit dont Kelly m'avait prévenu, testé dans notre propre cuisine. J'ai souri, le sourire vide que j'avais perfectionné. Tu as probablement raison, ai-je convenu. Je devrais mieux prendre soin de moi. Spencer s'est installé dans son fauteuil en cuir avec son scotch du soir, faisant défiler son téléphone pendant que je débarrassais la table. Sa suffisance remplissait la pièce comme un parfum, épais et suffocant. Je me suis dirigé tranquillement vers la cuisine, puis je me suis glissé dans le petit garde-manger où j'avais caché mon nouveau téléphone, celui dont il ignorait l'existence, acheté en espèces avec mes comptes cachés. Depuis une semaine, je construisais quelque chose que Spencer ne soupçonnerait jamais que j'étais capable de créer. Un dossier de preuves complet. Le téléphone contenait tout. Des captures d'écran de ces transferts financiers montrant le vol systématique de nos comptes joints. Des enregistrements audio de ces humiliations quotidiennes capturées par l'application d'enregistrement vocal que j'activais chaque matin avant qu'il ne se réveille. Notre État autorisait l'enregistrement à une seule partie, un détail que j'avais confirmé avec Patricia. Chaque commentaire cruel, chaque mensonge sur mon éducation, chaque moment où il me rabaissait était maintenant conservé dans de l'ambre numérique. J'avais également recueilli des témoignages écrits. Sandra Harrison avait fourni une déclaration officielle sur la présentation ratée de Spencer et ses commentaires dédaigneux sur mon sens des affaires. Kelly m'avait secrètement transmis des copies des emails que Spencer avait interceptés et supprimés. Même Eleanor avait accepté de confirmer ce qu'elle savait de ces liaisons, bien qu'elle m'ait prévenu qu'elle ne pouvait pas aller trop loin sans risquer la carrière de Garrett. La galerie de photos contenait des images de mes vrais documents, de mes diplômes, de mes relevés de fonds en fiducie, des papiers de partenariat de l'entreprise de Veronica. Chaque preuve était sauvegardée sur 3 services cloud différents sous des comptes que Spencer ne penserait jamais à chercher. J'avais appris de sa propre tromperie. Toujours avoir des plans de secours. Le lendemain matin, c'était jeudi, le jour du country club. Je me suis habillé avec soin dans la robe d'été corail que Spencer approuvait, celle qui me donnait l'air convenablement féminine sans trop en faire, comme il disait. La salle à manger du club bourdonnait de son mélange habituel de potins d'affaires et de scandales personnels, la monnaie des riches et des ennuyés. Je me suis positionné à une table avec Margaret Whitman et Jennifer Cross, 2 femmes dont le talent pour répandre des informations dépassait de loin leurs compétences au tennis. Elles en étaient déjà à leur 2e mimosa quand je suis arrivé, leur voix portant ce ton particulier qui précédait les ragots précieux. « Maison, Spencer » a demandé Margaret, ses yeux vifs malgré le ton désinvolte. Garrett a mentionné qu'il était sous pression ces derniers temps. J'ai soupiré, laissant l'inquiétude teinter mes traits. Il oublie des choses, de petites choses surtout, mais ça m'inquiète. Hier, il a insisté sur le fait que nous nous sommes rencontrés quand il était à Harvard, mais Spencer est allé à l'université d'État. Et la semaine dernière, il a dit au client, « Je n'ai jamais fini l'université alors que j'ai mon MBA de Wharton. » Je pense que le stress affecte sa mémoire. Jennifer s'est penchée. Son intérêt était piqué. Des problèmes de mémoire à son âge. Le médecin dit que le stress peut faire ça, ai-je dit, baissant la voix de manière conspiratrice. Il a été confus au sujet de nos finances aussi. Il déplace de l'argent sans se souvenir pourquoi. J'ai trouvé des transferts qu'il ne pouvait pas expliquer. J'essaie d'être solidaire, mais c'est effrayant. Margaret m'a touché la main avec sympathie. Ma pauvre. Ça doit être si difficile de le voir se débattre. En quelques heures, je savais que l'histoire se répandrait dans leur réseau. Chaque récit ajoutant ses propres embellissements. La réputation de Spencer pour sa précision aiguë développerait des fissures capillaires, le doute s'infiltrant comme de l'eau dans le calcaire. Cet après-midi-là, mon téléphone a vibré avec un appel de Veronica. J'ai répondu dans ma voiture, garée à un point de vue à 20 minutes de chez moi. C'est officiel, a-t-elle dit sans préambule. Réintégration complète en tant que partenaire principal, participation de 40% comme initialement structuré, et un bureau d'angle qui t'attend. Mais voici la partie intéressante. J'ai fait des recherches. Tu te souviens de Morrison Industries, du groupe Hartford, de Pembroke Financial? Les présentations ratées de Spencer de l'année dernière. Exactement. J'ai eu des conversations informelles avec les 3. Ils sont intéressés à travailler avec quelqu'un qui comprend où les stratégies de Spencer ont mal tourné. Quelqu'un qui pourrait offrir une approche corrective. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. Tu veux cibler ces échecs? Je veux offrir de meilleures solutions à des entreprises qui ont déjà vu ses limites. Ce n'est pas personnel,
c'est des affaires. Le fait que ce soit aussi une justice poétique n'est qu'un bonus. Elle a exposé la proposition. Je dirigerai une nouvelle division spécifiquement conçue pour capturer les clients mécontents des cabinets traditionnels comme celui de Spencer. Ma connaissance approfondie de ces méthodes, combinée à ma propre expertise stratégique, nous donnerait un avantage significatif. Quand, ai-je demandé. Quand tu seras prête. Mais Méline, Morrison Industries veut se rencontrer la semaine prochaine. Leur PDG, James Morrison, a spécifiquement demandé à te voir. Apparemment, Sandra Harrison a chanté tes louanges lors d'une conférence le mois dernier. Après l'appel, je me suis rendu chez Nordstrom, dans le centre commercial haut de gamme à 40 minutes de là, où Spencer ne faisait jamais ses courses. Dans la section des créateurs, je l'ai trouvé. Une robe noire Oscar de la Renta qui coûtait 12 000 $. Les yeux de la vendeuse se sont écarquillés quand j'ai sorti ma carte de crédit privé, celle liée à mon fonds en fiducie. Occasion spéciale, a-t-elle demandé en traitant le paiement. On pourrait dire ça. À la maison, j'ai suspendu la robe au fond de mon placard, derrière de vieux manteaux que Spencer ne remarquait jamais. Puis je me suis tenu devant le miroir de notre chambre, m'entraînant, non pas à me lamenter ou à vérifier mon apparence, mais à répéter les mots que je dirai au gala de son entreprise la semaine prochaine. Merci à tous pour cet accueil chaleureux. Je suis ravi d'annoncer la réouverture de Thorn Consulting en partenariat avec Chin Strategy. Nous avons déjà décroché 3 clients majeurs, dont Morrison Industries. J'ai affiné chaque phrase, calibré mon ton. Professionnel, confiant, la voix d'une femme qui n'avait jamais été rabaissée. La voix que Spencer avait passé 7 ans à essayer d'effacer. Mon téléphone a vibré avec un texto de Patricia Kemp. Papier prêt pour la signification. Huissier de justice en attente de votre signal. Tout convergeait vers un seul point, comme la lumière à travers une lentille. Le gala était dans 5 jours. Spencer recevrait son prix de partenariat, la reconnaissance qu'il avait convoitée pendant des années. Il se tiendrait à ce pupitre, baignant dans les applaudissements, racontant probablement une autre histoire dégradante sur sa femme dévouée. Mais cette fois serait différente. Cette fois, quand il m'appellerait sa réussite, je montrerais à tout le monde exactement quelle réussite était sur le point d'être démantelée. J'ai préparé le dîner ce soir-là avec un soin inhabituel. Chaque plat parfait, chaque détail précisément comme Spencer le préférait. Il est rentré tard, reconnaissant à peine l'effort, perdu dans la préparation de son moment de triomphe. Le gala, c'est mardi, m'a-t-il rappelé inutilement. Porte quelque chose d'approprié. Pas trop voyant. Tu sais comment tu t'emportes parfois. Bien sûr, ai-je répondu, pensant à la robe de 12 000 $ cachée dans notre placard. Je sais exactement quoi porter. Il a hoché la tête, satisfait de ma conformité, et est retourné à son téléphone. Je l'ai regardé un moment. Cet homme qui avait systématiquement essayé de m'effacer, qui avait bâti sa confiance sur les fondations de ma diminution. Il n'avait aucune idée que le sol sous ses pieds s'était déjà déplacé, que les murs de son récit soigneusement construit étaient sur le point de s'effondrer. Mardi ne pouvait pas arriver assez tôt. Mardi est arrivé avec une chaleur inhabituelle, du genre qui fait éclore les fleurs trop tôt et laisse tout le monde légèrement déséquilibré. J'ai passé la matinée à mon bureau, mon vrai bureau, à revoir une dernière fois le contrat de Morrison Industries pendant que Spencer croyait que j'étais au spa à me préparer pour sa grande soirée. L'ironie ne m'a pas échappé qu'il m'ait donné de l'argent supplémentaire pour la coiffure et le maquillage, finançant sans le savoir la transformation même qui mettrait fin à son récit soigneusement construit. La salle de bal de l'hôtel Fairmont scintillait de l'élégance discrète qui chuchote l'argent plutôt qu'elle ne le crie. Je suis arrivé séparément de Spencer, prétextant qu'un rendez-vous de manucure avait duré plus longtemps. En vérité, j'avais eu besoin de ces minutes supplémentaires pour calmer ma respiration, pour pratiquer mon sourire une dernière fois dans le rétroviseur de la voiture, pour me rappeler qu'après ce soir, je n'aurais plus jamais à pratiquer ce sourire particulier. L'heure du cocktail battait déjà son plein quand je suis entré, la robe noire Oscar de la Renta se mouvant comme une ombre liquide autour de moi. Plusieurs têtes se sont tournées. Non pas les regards polis et dédaigneux que je recevais habituellement en tant qu'accessoire de Spencer, mais de véritables doubles prises. La robe était une déclaration, et tout le monde dans cette salle parlait le langage des déclarations coûteuses. Spencer se tenait près du bar, entouré de son cercle habituel, sa main gesticulant largement alors qu'il racontait une histoire qui faisait rire Garrett. Il ne m'avait pas encore remarqué. Parfait. J'ai commencé par Margaret Whitman,
qui se tenait avec un groupe d'épouses de partenaires près des tables de l'enchère silencieuse. Méline, mon Dieu, cette robe, a-t-elle soufflé, ses yeux balayant la robe de créateur avec une envie évidente. Merci, ai-je dit, acceptant une coupe de champagne d'un serveur qui passait. Spencer ne sait pas que je l'ai acheté. Il a été si confus ces derniers temps au sujet de nos finances. Je ne voulais pas l'inquiéter davantage. A-t-il toujours ces problèmes de mémoire? Jennifer Cross s'était matérialisée à mon coude, attirée par l'odeur du drame en développement. J'ai soupiré, laissant l'inquiétude teinter mes traits. Ça s'aggrave. Hier soir, il a dit à David de la comptabilité que j'étais sa secrétaire avant notre mariage. Sa secrétaire? Peux-tu imaginer? J'étais en fait consultante pour des entreprises du Fortune 500 quand nous nous sommes rencontrés, mais il semble avoir complètement réécrit l'histoire. Les femmes ont échangé des regards, du genre de ceux qui précèdent de longs appels téléphoniques et des discussions de déjeuner. J'ai traversé la salle de manière stratégique, m'arrêtant ensuite au groupe de James Harrison. Le partenaire principal de Spencer se tenait avec plusieurs membres du conseil d'administration, leurs femmes planant à la périphérie de leurs discussions d'affaires. James, ai-je dit chaleureusement, tendant la main. Il l'a prise, son expression perplexe mais polie. Méline, tu as l'air différente ce soir. Merci. Je voulais être à mon meilleur pour le grand moment de Spencer. J'ai fait une pause, puis j'ai ajouté avec une désinvolture calculée, bien que je m'inquiète pour lui. Il a été sous une telle pression. T'a-t-il dit qu'il appelait mon programme de MBA un cours de loisirs? Wharton pourrait être déçu d'entendre leur diplôme d'études supérieures décrit de cette façon. Les sourcils de James se sont levés. Tu es allé à Wharton? Promotion de 2014, diplômé summa cum laude. J'ai souri doucement, mais Spencer préfère l'oublier. Il a dit aux gens que je n'ai jamais fini l'université. Le stress a vraiment affecté sa mémoire. J'ai laissé James traiter cette information et j'ai trouvé Eleanor Blackwell près des fenêtres. Elle m'a regardé approcher avec quelque chose comme de l'anticipation dans les yeux. Tu le fais vraiment, a-t-elle dit tranquillement. Faire quoi, ai-je demandé, bien que nous sachions toutes les deux. Quoi que ce soit que tu t'apprêtes à faire. Tu en rayonnes. Elle a brièvement touché mon bras. Tant mieux pour toi. La cloche du dîner a sonné et nous nous sommes dirigés vers nos tables assignées. Spencer m'a finalement remarqué alors que je m'approchais, ses yeux s'écarquillant à la vue de la robe avant que son expression ne passe à l'irritation. « Qu'est-ce que tu portes » a-t-il sifflé à voix basse. Ce n'est pas la robe dont nous avions discuté. Je pensais que tu l'aimerais, ai-je répondu calmement, prenant ma place. C'est une occasion spéciale après tout. Le dîner s'est déroulé à son rythme habituel de discours et d'applaudissements polis. Spencer n'arrêtait pas de me lancer des regards, clairement dérangé par mon apparence, par la façon dont les autres hommes me regardaient, par quelque chose dans l'atmosphère qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. Finalement, le moment est arrivé. Le PDG s'est levé pour annoncer le prix de partenariat. Spencer a redressé sa cravate, son visage prenant l'expression de surprise humble qu'il avait pratiquée dans le miroir de notre salle de bain. Le lauréat de cette année a fait preuve d'un dévouement exceptionnel aux valeurs de notre cabinet, a lu le PDG sur ses fiches. Spencer Whitfield a constamment démontré ce que signifie être un leader dans notre organisation. Spencer s'est levé sous des applaudissements nourris, se dirigeant vers la scène à pas mesurés. Il a accepté le prix en cristal, le levant pour capter la lumière avant de s'approcher du microphone. Merci à tous pour cet honneur incroyable, a-t-il commencé, sa voix portant ce ton particulier de fausse modestie qu'il avait perfectionné. Je n'aurais rien pu faire de tout cela sans soutien, en particulier de ma femme, Méline. Il m'a trouvé dans la foule, me faisant signe de me lever. Elle a été mon plus grand soutien, me suivant à chaque étape du chemin. Je plaisante souvent en disant que je suis sa plus grande réussite. Je me suis levé lentement, l'attention de la salle se tournant vers moi comme un projecteur. En fait, Spencer, ai-je dit, ma voix portant clairement à travers la salle de bal silencieuse. J'ai une annonce à faire moi aussi. Le silence s'est approfondi, est devenu électrique. Le sourire de Spencer s'est figé sur son visage. Je suis ravi d'annoncer que Thorne Consulting rouvre ses portes. J'ai laissé cela s'installer avant de continuer. En fait, je la dirige avec succès depuis un mois. Nous avons déjà décroché 3 clients majeurs, dont Morrison Industries, le groupe Hartley et Pembroke Financial. Des murmures ont parcouru la pièce.
C'étaient toutes des entreprises qui avaient rejeté les propositions de Spencer. Le visage de Spencer était devenu pâle. Méline, qu'est-ce que tu... Oh, et cette charmante histoire que tu aimes raconter sur notre rencontre, ai-je poursuivi, ma voix stable comme de l'acier. Laissez-moi partager la version réelle. Tu m'as poursuivi pendant 6 mois après que j'ai fait une présentation que ton PDG a qualifiée de révolutionnaire. Tu as envoyé des fleurs à mon bureau tous les jours. Tu m'as supplié de prendre un café 43 fois. J'ai les emails. Tu m'as qualifié de femme la plus intelligente que tu aies jamais rencontrée. C'est dommage que tu aies oublié que cette femme existait au moment où tu as pensé que tu la possédais. La salle de bal était en suspens. Spencer était figé au pupitre, son prix pendant mollement dans sa main. Je ne prendrai pas plus de temps de votre célébration, ai-je dit en ramassant ma pochette. Félicitations pour ta réussite, Spencer. Je suis sûr qu'elle te tiendra compagnie. Je me suis dirigé vers la sortie à pas mesurés, mes talons claquant contre le sol en marbre dans le silence absolu. En passant devant leur table, Kelly a murmuré « Merci », les larmes aux yeux. James Harrison a hoché la tête avec ce qui semblait être du respect, voire de l'admiration. Eleanor Blackwell a commencé à applaudir, seule au début, puis rejointe par une personne, puis une autre, jusqu'à ce que des applaudissements épars me suivent jusqu'aux portes. Derrière moi, la voix de Spencer a craqué à travers le microphone. Méline, attends. Mais je n'ai pas attendu. J'avais attendu 7 ans. C'était assez. Les portes se sont refermées derrière moi, coupant l'explosion de voix qui a éclaté dans mon sillage. Le voiturier avait déjà ma voiture qui attendait. J'avais appelé à l'avance, sachant exactement quand j'aurais besoin de partir. En m'éloignant du Fairmont, j'ai aperçu mon reflet dans le rétroviseur. Pour la première fois en 7 ans, la femme qui me regardait était quelqu'un que je reconnaissais. La ville s'étendait devant moi à travers les fenêtres du sol au plafond de mon nouveau bureau. L'aube peignait l'horizon de nuances d'or et de possibilités. Mon téléphone était posé face visible sur le bureau, le nom de Spencer apparaissant et disparaissant alors que les appels se succédaient sans réponse. 17 messages vocaux s'étaient accumulés pendant la nuit. J'ai appuyé sur lecture sur le premier tout en sirotant un café dans une simple tasse blanche. La mienne, choisie par moi sans tenir compte des préférences de qui que ce soit d'autre. Méline, c'était quoi ça, bordel? Appelle-moi immédiatement. Sa voix était tendue de rage. Le deuxième, c'est ridicule. Tu m'as embarrassé devant tout le monde. Il faut qu'on parle. Au 5e, s'il te plaît, réponds. On peut arranger ça. Au 10e, je suis désolé. D'accord. C'est ce que tu veux entendre? Au 15e, tu ne peux pas jeter 7 ans comme ça. Le dernier, enregistré à 4h47 du matin, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Je les ai tous supprimés d'un seul coup de doigt, puis j'ai bloqué son numéro. Le silence qui a suivi m'a semblé être la première respiration après avoir refait surface de l'eau profonde. Patricia Kemp a appelé à 9h précises. L'huissier a signifié les papiers il y a 1 heure. Spencer a signé pour eux à son bureau. Comment a-t-il réagi? D'après mon contact, il a d'abord essayé de les refuser. Puis il les a apparemment jetés sur son bureau et a exigé de vous parler. Patricia a marqué une pause. Son avocat m'a appelé 20 minutes plus tard. Daniel Reeves. Daniel, son ami qui l'avait aidé à cacher des actifs, qui avait rédigé ses emails sur le fait de me maintenir dépendante. L'ironie était délicieuse. Qu'a dit Daniel? Que Spencer veut tout contester. Mais voici la beauté de la chose. Je lui ai envoyé notre dossier de preuve. Les transferts financiers, les interceptions de mai, les enregistrements, tout. La voix de Patricia portait une profonde satisfaction. Daniel a rappelé 10 minutes plus tard, suggérant une médiation. En 1 semaine, la position de Spencer s'était complètement effondrée. Le cabinet avait lancé une enquête interne après que plusieurs épouses de partenaires aient rapporté ses commentaires sur ma stabilité mentale, combinée à la scène du gala. James Harrison a personnellement appelé pour s'excuser de ne pas avoir vu la situation plus tôt, évitant soigneusement toute admission de responsabilité légale tout en indiquant clairement que la voie de Spencer vers le partenariat avait été définitivement déraillée. La médiation a eu lieu dans une salle de conférence neutre, des murs beiges et des lumières fluorescentes qui donnaient à Spencer un air gris et diminué. Il était assis en face de moi, son avocat lui chuchotant avec urgence à l'oreille tandis que Patricia présentait calmement nos conditions.
Ma cliente est prête à partir avec seulement ce qu'elle a apporté dans le mariage, a déclaré Patricia, plus sa part documentée des actifs communs avant les transferts non autorisés de M. Whitfield. En échange, nous n'exigeons aucune contestation du divorce, aucune réclamation sur Thorn Consulting et aucun contact après le décret. La mâchoire de Spencer s'est crispée. Elle a bâti cette entreprise pendant notre mariage. J'ai des droits. En fait, ai-je interrompu, mes premiers mots à lui depuis le gala. Je l'ai construite avant notre rencontre. Les maintenues pendant notre mariage et les reconstruites malgré votre sabotage. Vous n'avez aucun droit sur quoi que ce soit que j'ai créé. Il m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Peut-être que c'était le cas. Daniel a chuchoté avec urgence à Spencer, lui montrant quelque chose sur son ordinateur portable. Probablement l'enregistrement où Spencer déclarait explicitement que je n'étais rien sans lui et exposait son plan pour me maintenir financièrement dépendante. Les épaules de Spencer se sont affaissées. Nous acceptons les conditions, a dit Daniel tranquillement. 3 mois plus tard, je me tenais dans notre espace de bureau agrandi, regardant Véronica diriger l'installation d'une table de conférence pouvant accueillir 20 personnes. Nous avions dépassé notre suite d'origine en 6 semaines, notre liste de clients s'allongeant plus vite que nous ne l'avions prévu. Morrison Industries veut augmenter leurs provisions, a annoncé Véronica, débouchant une bouteille de Dom Pérignon qui coûtait plus cher que ce que Spencer m'avait jamais permis de commander au restaurant. Et devinez qui a appelé ce matin? Garrett Blackwell. Il veut quitter le cabinet de Spencer et apporter son portefeuille avec lui. J'ai accepté une coupe de champagne. Les bulles montant comme de minuscules célébrations. Et Spencer? James a mentionné qu'il a été encouragé à poursuivre des opportunités ailleurs. Apparemment, ces 3 dernières présentations ont été désastreuses. Les clients ont dit qu'il semblait distrait, non préparé. Elle a levé son verre. Au karma. À la liberté, ai-je corrigé, et nous avons bu. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. J'ai failli le supprimer sans l'ouvrir, mais quelque chose m'a poussé à regarder. C'était de Spencer. Il avait un nouveau téléphone, essayant de contourner mon blocage. Je vois maintenant ce que j'ai perdu. 5 mots qui auraient pu signifier quelque chose autrefois, mais en les lisant, j'ai réalisé l'erreur fondamentale de sa pensée. Il croyait m'avoir perdu, comme si j'avais été une possession qui lui avait glissé entre les doigts. La vérité était plus simple et plus dévastatrice. Il ne m'avait jamais vraiment connu du tout. Il avait épousé une femme qu'il s'était immédiatement mis à rabaisser, puis avait pleuré la perte de quelqu'un qui n'avait jamais existé dans son imagination. J'ai supprimé le message sans répondre et je me suis retourné vers le mur où mes diplômes étaient maintenant fièrement accrochés à côté de mes prix, non plus cachés dans un entrepôt. La plaque sur ma porte indiquait « Méline Torsu » en lettres grasses qui captaient le soleil du matin. Ma mère a visité le bureau cet après-midi-là, apportant des biscuits faits maison pour le personnel et des larmes de fierté qu'elle n'a pas essayé de cacher. « Te voilà », a-t-elle simplement dit en me touchant le visage. Voilà ma fille. Kelly, qui travaillait maintenant comme mon assistante de direction, a frappé et est entrée. Votre rendez-vous de 15 heures est là. James Harrison. James est entré avec un signe de tête respectueux. Aucune trace de la condescendance qu'il avait montrée quand j'étais la femme de Spencer. Méline, merci de me voir. J'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. Alors que nous discutions des besoins de son entreprise et de la manière dont Thorn Consulting pourrait les servir, j'ai aperçu mon reflet dans la fenêtre. Une femme en tailleur qui lui allait parfaitement, choisie de sa propre main, assise dans son propre bureau, construisant son propre empire. La meilleure vengeance n'avait pas été l'humiliation publique, le divorce rapide ou même le triomphe professionnel. C'était plus simple et plus complet que tout cela. La meilleure vengeance était de redevenir moi-même. Non pas le moi que Spencer avait essayé d'effacer, mais une version encore plus forte qui avait survécu à sa diminution et en était sortie non seulement intacte, mais transformée. Spencer m'avait appelé sa réussite une fois, comme si j'étais quelque chose qu'il avait façonné. Mais les réussites ne sont pas façonnées par les autres. Elles sont gagnées par notre propre force, notre résilience et notre refus d'accepter moins que ce que nous méritons. Et cette réussite, cette vie que je construisais, n'appartenait à personne d'autre qu'à moi. Cette histoire de vengeance calculée a résonné en vous? Appuyez sur ce bouton j'aime tout de suite. Ma partie préférée a été quand Méline s'est levée au gala et a révélé qu'elle avait déjà décroché les clients rejetés par Spencer.
Quel a été votre moment le plus satisfaisant? Partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Vous voulez plus d'histoires de personnes qui reprennent leur pouvoir et retournent la situation contre ceux qui leur ont fait du tort? Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne.